Là, on va voir ce que ça donne dans la ligne droite. Arrête, 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 voilà, c'est trop bien, c'est trop bien, arrête, arrête. Ferrari 296 GTB, elle n'est pas toute neuve. Non, d'occasion, mais très récente. Elle est 2023, elle a 6000 km. Alors tu m'as gentiment proposé de faire l'essai de cette bombe que j'avais pas encore essayé parce qu'il faut savoir qu'elle a été présentée en 2021, donc ça fait maintenant 4 ans qu'elle est sur le marché. Elle connaît un succès assez florissant, non seulement en France, mais dans le reste du monde. Alors en France, pourquoi? Parce qu'elle a des émissions de CO2, et je vais revenir dessus, qui sont assez faibles, et donc du coup un malus écologique qui est plutôt intéressant, et qui est réduit par rapport à certaines de ses concurrentes qui, elles, malheureusement, ne sont pas hybrides rechargeables. Alors quand elle a été présentée en 2021, c'est un véhicule qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Car c'était la première fois qu'on voyait un V6 hybride rechargeable dans l'histoire de la marque Ferrari. La première fois qu'on a vu un hybride rechargeable, c'était sur un V8 sur la SF90. Et c'est vrai que ça n'avait pas été forcément très bien accueilli par l'ensemble des fans de Ferrari et des propriétaires de Ferrari. Non, forcément, parce qu'on se dit électrique, combiné à un moteur à essence, bon, c'est pas incroyable, surtout dans une marque comme Ferrari aussi emblématique. C'est vrai, alors il y avait déjà ça, l'électrification. Il y a aussi eu la volonté de Ferrari de faire un véhicule plus compact et qui, en termes de design, cassait un peu les codes des anciennes berlinettes. Donc les anciennes, on a eu bien sûr la F8 Tributo, tu as eu la 488 GTB, tu as eu la 458 Italia. Exact. Bon, après, je ne vais pas revenir sur toutes les berlinettes, mais en tout cas, dans les 15 dernières années, c'était les voitures qui ont été proposées par Ferrari. Est-ce qu'en 2025, elle est toujours pertinente? Est-ce qu'elle a encore ses chances face à des nouvelles concurrentes qui sont arrivées sur le marché, comme la Lamborghini Temerario ou encore la McLaren 750S, avec des châssis, des systèmes de freinage, des technologies embarquées, des moteurs de toute dernière génération? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo, et pour y répondre, bien sûr, comme à mon habitude, tu me connais Mika, je vais vous présenter toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies. J'irai faire un tour uniquement sur circuit, parce qu'autant vous dire qu'aller faire un tour sur la route avec ça, ça n'a que très peu de sens. Et on va aller à l'OEAC avec Yann Lejosec, le roi de la glisse, de Pégase Pilotage, qui nous a formés, toi et moi Mika, qui va nous donner son avis d'expert en pilotage, parce que vous allez voir que cette voiture, il faut véritablement être un pilote pour en profiter. Car ceux qui vont me dire qu'ils arrivent à la dompter sans être pilote professionnel, j'aimerais vraiment que vous mettiez votre nom en commentaire, que je vous contacte, parce que c'est une voiture qui est terrifiante. Vous allez voir ma tête sur la partie de circuit, et puis on conclura cette vidéo avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Bon, toi Mika, explique-nous un petit peu GT Classic Cars, donc tu fais essentiellement de la Porsche 911 de dernière génération, mais pas que, parce que tu fais aussi des Ferrari comme ça. C'est ça, globalement on a plus d'une centaine de Porsche en stock, mais du coup on avait aussi à l'époque quelques italiennes, on avait un petit peu arrêté, et là on a refait un nouveau stock d'italiennes, on a pris une 296, une SF90, on a de la California T, Porto, 812, donc du coup j'ai restocké un petit stock de Ferrari, car on a eu beaucoup de demandes d'italiennes, à savoir qu'on a implanté quand même aux 4 coins de la France, donc là aujourd'hui on est à Bueil, tout proche de Paris, donc en Normandie, on est aussi installé à Lyon, donc à Chaponnet, et très bientôt donc à Tassin la demi-lune, qui sera un centre exclusivement GT Classic Car, parce que pour mémoire on a maintenant deux marques, on a donc GT Classic Car et Crazy Driver, mais bon là on parle de GT, donc on va rester... Alors Crazy Driver, pour votre info, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des voitures de sport entre on va dire 30 000 et 80 000 euros à peu près. C'est ça, jusqu'à 100 000 euros en moyenne. Et du coup donc on est aussi à Roquebrune-sur-Argent, donc dans le sud de la France. Très récemment on a ouvert donc à Mérignac, tout proche de Bordeaux. Donc voilà ce qu'on sait faire, on est très fort également dans le financement. Je suis assez connu pour le crédit ballon, donc on arrive à avoir des loyers assez pertinents dans des voitures comme ça, donc sur des 296 des Ferrari ou sur de la Porsche 911. Là tu la sors à combien par exemple celle-ci, une 296? Celle-ci on va être à 2700 euros par mois avec un apport de 30 000 euros, et bien entendu il y aura un dernier loyer forcément, mais là ce qu'on vit c'est de la consommation mensuelle. Payer 2700 euros par mois pour rouler dans une 296 qui coûte 290 000 euros, c'est plutôt pertinent. C'est un budget qui est considérable, hein. Est-ce que vous allez me dire en commentaire c'est énorme? C'est énorme, c'est clair que c'est énorme, faut avoir un budget voiture assez élevé, mais quand tu compares un financement en crédit classique, c'est sûr que c'est un tout petit peu moins. Bon après là où je suis le plus connu, c'est pas sur la 296 que ça vient tout juste d'arriver chez moi, c'est sur la Porsche 911. Moi sur une 911 91 ou 92, on arrive à sortir des voitures à peu près 1000 euros par mois, donc ce qui est plutôt assez cohérent pour rouler dans une 911 moderne. De dernière génération. C'est ça. D'ailleurs, vous le savez, hein, moi j'achète toutes mes Porsche chez Mika.
Et la nouvelle va être présentée dans pas très longtemps. Tu sponsorises cette vidéo, c'est grâce à Mickaël qu'on peut aller faire cet essai sur circuit. Et il faut aussi préciser, et j'en profite, que c'est grâce à tous nos sponsors qu'on peut vous faire ces contenus. Ces contenus, à chaque fois, c'est des déplacements. On loue des pistes, là c'est le cas à l'OEA, on fait appel à des professionnels. Et puis il y a toute l'équipe qui est derrière pour faire ces vidéos. Et sans des sociétés comme la tienne, en fait, ce serait compliqué de faire ces vidéos. Donc merci à toi, Mika. Et puis je te propose que je commence à te détailler cette 296 GTB. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Sur l'extérieur, commençons par la face avant déjà sur ces projecteurs. Projecteurs beaucoup plus effilés que sur les anciennes générations, qui reprennent d'ailleurs le dessin de la Ferrari J50, ce modèle ultra limité qui avait été commercialisé pour le marché japonais. On a bien sûr un éclairage matriciel full LED adaptatif. Forcément, à ce niveau de prix, vous en doutez, on n'en attendait pas moins. Et sur la partie inférieure des projecteurs, on a cette encoche, juste ici, qui n'est pas là juste pour le dessin et l'esthétique, mais qui est là pour l'aérodynamique. C'est un extracteur de pression qui vient améliorer la circulation du flux d'air lorsque vous roulez à forte vitesse. Autre point, maintenant, disparition du S-Duct. Le S-Duct, c'était cet appendice aérodynamique béant, cet énorme trou qu'on trouvait sur les Ferrari 488 Pista et aussi les F8 Tributo. Là, il n'existe plus sur la 296. Ils ont mis en place le T-Tray. Le T-Tray qui est un système qui vient en fait améliorer la circulation du flux d'air dans les sous-bassements du véhicule. Et lorsque vous mettez cette voiture sur un pont, vous voyez que le sous-bassement de la voiture, en fait, il y a des tunnels d'air qui ont été dessinés pour améliorer la circulation du flux d'air. En gros, pour être plus précis, la disposition latérale des masses radiantes, elle va libérer un volume central auquel s'intègre cet élément. Le dispositif, il est basé bien sûr sur l'expérience en compétition GT et ça permet de créer un champ de surpression qui s'oppose à la dépression du fond de la voiture. C'est vraiment les développements en course GT, en compétition, qui aident Ferrari à proposer des technologies ultra disruptives et contemporaines sur des véhicules de série avec une plaque d'immatriculation. On a un capot qui est bas, large et plongeant, qui accentue la compacité de cette voiture. Il faut savoir que la 296 GTB, c'est la Ferrari à moteur central la plus courte de la décennie. Sur le dessin, c'est grandement inspiré de la 250 LM de 1963 de chez Ferrari. Surtout sur le dessin du pilier B, les ailes arrière et aussi la queue tronquée du véhicule. En tout cas, sur la partie avant, elle reste bestiale comme ses prédécesseurs. Et on a toujours ce côté spectaculaire, bestial et terrifiant visuellement. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. Une Ferrari reste une Ferrari. Jantes forgées de 20 pouces avec plusieurs coloris. Vous pouvez avoir du bicolore, du gris clair, vous pouvez avoir du noir aussi. Les jantes en carbone. Là, par contre, c'est une option qui est extrêmement coûteuse. 10 couleurs différentes d'étriers de frein sur le configurateur de Ferrari et vous pouvez même changer l'écrou central qui peut être en titane ou en carbone. Système de freinage en carbone céramique qui est issu de la SF90, 398 mm de taille sur les disques avant et 360 mm sur l'arrière. Au-delà du fait qu'il soit issu de la SF90, il y a un nouvel ABS Evo qui a été mis en place sur cette 296 GTB avec le système Brake by Wire. Alors sur ce nouvel ABS Evo, il a été optimisé pour assurer une meilleure qualité d'adhérence des roues arrière au freinage. Et le système Brake by Wire, il permet une répartition intelligente entre le moteur électrique, donc la régénération, et les disques pour un feeling beaucoup plus précis pour le pilote de la voiture. Sur les pneus, alors là on est en Bridgestone, mais vous pouvez avoir du Michelin Pilot Sport 4S et avec le pack Aceto Fiorano, les Michelin Pilot Sport Cup 2R. C'est des pneus semi-slick, ultra performants, qui vous permettent de faire du circuit avec des performances super optimisées, mais qui vous permettent aussi de rouler sur la route. Et si vous pensez que votre 296 GTB n'est pas encore assez performante sur piste, sachez que Ferrari vous propose une petite option à 35 000 €, le pack Aceto Fiorano, avec un emploi massif de fibre de carbone. Ça va à des jantes en fibre de carbone, qui sont une option d'ailleurs à ce pack. Donc là, ce sera plus de 15 000 € à mettre en plus des 35 000. Donc ça vous fera un pack Aceto Fiorano plus jantes carbone à quand même 50 000 €. Vous aurez aussi les contreportes en fibre de carbone, le spoiler avant, les déflecteurs latéraux et aussi le bouclier arrière. 50 000 € le tout. On a aussi une baisse du poids d'environ 15 kg si on prend l'option des vitres en Lexan léger qui coûte 3 600 €. Sinon, vous gagnerez 12 kg si vous ne prenez pas cette option. Donc la suspension adaptative qui est de série sur la 296, elle est remplacée par une configuration passive avec des amortisseurs multimatiques à réglage manuel. Également utilisé dans les courses GT, décidément. Il s'inspire vraiment de la course pour le développement de ces modèles. En gros, ça rend la carrosserie moins sensible au mouvement de caisse au freinage, en virage et à la réaccélération. Les poignées de porte sont affleurantes. Vous avez juste à mettre 2 doigts comme ceci. Et là, vous pourrez ouvrir la portière. Et s'il y a un problème électrique, là, vous pourrez accéder ici et mettre votre clé de contact directement
dans la portière. Elle s'intègre parfaitement dans le dessin de la voiture. Et là, encore une fois, il n'y a pas de fausse note. Empattement 2,60 m, donc c'est 5 cm de moins que ces devancières, que la F8, la 488 et la 458 Italia. Elle est plus compacte que ces trois devancières. Pour ouvrir les trappes, pour recharger les batteries du moteur électrique, 7,45 kWh de capacité pour ces batteries. Vous ferez environ 25 km selon Ferrari. Dans les faits, on fait un petit peu moins forcément. Et ça, c'est le cas sur toutes les voitures hybrides rechargeables ou électriques. Elles font toujours moins que ce qu'annonce le constructeur. Et la trappe pour le carburant, le samplon 98, ce sera sur la partie droite du véhicule. Et pour ouvrir ces trappes, vous avez en fait deux commandes côté conducteur, avec une commande avec une prise et l'autre avec une pompe à carburant. Et vous pourrez les déloquer assez facilement. Alors, côté réservoir, 65 litres de contenance dans ce réservoir. Alors c'est beaucoup moins que sur ces devancières. Sur la F8 Tributo et la 488 GTB, on avait 78 litres de contenance. Et dans la 458 Italia, 86 litres. Alors vous vous dites, ouais, c'est un petit peu dommage, on a un peu moins d'autonomie, mais en fait pas trop, parce que celle-ci, elle consomme beaucoup moins que ces devancières. Et donc malgré cette diminution très significative de la taille de son réservoir de carburant, on peut même faire plus de kilomètres à son volant. Dernier point et non des moindres, c'est la ceinture de caisse de cette voiture, qui en fait est relevée vers le toit du véhicule et qui donne cette sensation que l'arrière du véhicule pousse l'avant pour aller accélérer à fond. Au niveau de ses dimensions, 4,57 m de long, 1,96 m en largeur et 1,19 m en hauteur. Très compact, comme je vous l'ai dit. Et sur son poids, pas mal de choses à vous dire. 1470 kg sur la balance. Je vous rappelle que c'est une hybride rechargeable. Il y a les batteries, le poids des batteries à prendre en considération. Et vous allez voir que malgré l'ajout de cette électrification, le poids reste hyper contenu. Pour rappel, ces devancières pesaient les masses suivantes. La F8 Tributo, c'était 1435 kg. C'était la plus légère, clairement de très loin. La 488, elle était à 1475 kg. Et la 458 Italia, malgré l'absence de turbo et d'hybride et de batterie, etc., elle était à 1485 kg. Donc la plus légère, ça reste la F8 Tributo. Mais si vous optez pour le pack Assetto Furano avec les jantes carbone, on est à peine à 20 kg de plus pour une voiture de toute dernière génération avec l'ajout d'un système électrique qui vous permettra de faire 25 km. Chose assez perturbante quand on regarde la partie latérale de cette voiture, c'est cette discontinuité qui est juste ici, sur le pilier B de la voiture, entre le toit et puis la première partie qui jouxte la baie moteur. En fait, il y a une aile, et ça vient bien sûr fluidifier la circulation de l'air, qui va renvoyer l'air sur le capot arrière de la voiture pour améliorer ses appuis aérodynamiques à haute vitesse. Il faut savoir qu'avec le pack Assetto Furano, à 250 km/h, une 296 GTB, ça a une force d'appui de 360 kg. C'est considérable. Sachez que vous pouvez en option avoir la lunette arrière qui est en Lexan, un peu comme à l'époque sur les Ferrari F40. Il faut savoir que les Ferrari F40 avec les vitres en Lexan, ça coûte une fortune. Vous gagnez un petit peu en poids. Je crois que de mémoire, vous gagnez environ 3 kg si vous prenez l'option des vitres en Lexan sur cette 296 GTB. Bien sûr, on voit toute la baie moteur avec ce vert teinté. C'est assez joli d'ailleurs et je trouve que ça apporte un peu plus d'harmonie dans le design de la voiture, le fait que la vitre de la baie moteur soit teintée. Ensuite, on a bien sûr un aileron arrière actif sur cette voiture qui va se déployer en fonction de la dynamique de conduite du véhicule. Alors bien sûr, quand vous êtes à l'arrêt, ça ne va pas se déployer. C'est lorsque vous allez dépasser une certaine vitesse, environ 100 km/h, que cet aileron actif va se déployer. Et il va travailler bien sûr en coordination avec le diffuseur arrière de la voiture qui peut se parer de fibres de carbone si vous optez encore une fois pour ce pack Assetto Furano. Mais vous pouvez aussi avoir le diffuseur arrière en fibre de carbone sans nécessairement opter pour ce pack qui coûte excessivement cher. Les feux arrière, ils sont très bien intégrés juste en dessous de cet aileron arrière actif, avec une intégration qui rappelle un petit peu les feux arrière de la Ferrari Enzo, et surtout qui sont esthétiquement dans la droite lignée de la Ferrari SF90 Stradale. Chose qui est très marquante, c'est la présence de l'échappement sur la partie haute du pare-choc arrière, et c'est vrai que ça c'est assez inédit. On a l'habitude de voir des échappements sur les parties basses des diffuseurs, et là Ferrari a choisi avec cet échappement en inconel de le positionner assez haut. Pourquoi? Ça permet une meilleure gestion des flux d'air sous le diffuseur et surtout une sortie plus directe du flux chaud et ça évite les zones sensibles du bouclier. Le diffuseur arrière de la 296 GTB, c'est une des pièces maîtresses de l'aérodynamique. Il faut savoir qu'il y a des canaux de dépression pour augmenter l'effet de sol. Il y a aussi des extracteurs verticaux pour mieux canaliser l'air vers l'extérieur et il a une forme en griffe inversée pour justement minimiser la traînée. Là aussi, il va fonctionner en coordination avec l'aileron arrière actif que je vous ai montré juste avant, qui va se déployer automatiquement selon la vitesse, l'angle de braquage et le mode de conduite que vous aurez sélectionné. Magnifique moteur positionné extrêmement bas, dans la baie moteur d'ailleurs.
C'est assez choquant par rapport aux anciennes générations. C'est vrai que la SF90 avait inauguré un petit peu ce positionnement du moteur assez bas. On a une très bonne répartition des masses, hein, répartition de 40,5% sur l'avant de la voiture, 59,5% sur l'arrière, forcément. Les deux turbos sont au-dessus du moteur, c'est assez bien fait. Et du coup, ça développe 830 chevaux, 740 Nm de couple, rien que ça. Et on a un moteur électrique qui est positionné entre la boîte de vitesse, la F1 DCT à 8 rapports, boîte de vitesse à double embrayage, et le moteur. Il est juste entre les deux. 0 à 100 km/h, 2 secondes 9, 0 à 200, 7 secondes 3. Vitesse max 330 km/h. Et surtout, une statistique qui est très intéressante que peu de constructeurs s'amusent à mettre en avant, c'est l'efficacité du freinage. Le 200 km/h à 0 se fait sur une distance de seulement 107 mètres. 200 km/h, 0 en 107 mètres. Courez en 100 mètres, vous verrez ce que ça fait à peu près en distance. Avec cette Ferrari, vous passez de 200 à 0 km/h. Mais on a aussi les chronos sur piste. Et vous le savez, chez Ferrari, il y a une piste qui est choisie pour tous les temps de référence sur les véhicules de série qui commercialisent, c'est bien sûr la piste de Fiorano en Italie, sur laquelle celle-ci se positionne, on va dire, entre la 5e et 6e place à peu près. Difficile d'ailleurs de trouver les chronos exacts. J'ai passé beaucoup de temps avec mon équipe à essayer de trouver un classement officiel de Ferrari, j'en ai pas trouvé. Il y a certains temps qui le sont officiels et d'autres pas du tout. La voiture la plus rapide sur cette piste, c'est la Ferrari SF90 XX Stradale, une version pistard de la SF90. La SF90, d'ailleurs, version normale, elle est en 2e position. Ensuite se positionne la Ferrari LaFerrari. En 4e position, on a la 812 Competition. Et en 5e position, on a la 296 GTB en 1.21. Mais en 1.21, il y a d'autres Ferrari qui le font. La Monza SP1, Monza SP2 le font en 1.21, d'après mes sources. J'ai trouvé aussi que la F12 TDF était proche des 1.21 et que la Daytona SP3 le faisait en 1.21. Donc on va dire qu'elle se positionne entre la 5e et peut-être 8e place. Le top 5, je suis incapable de vous l'affirmer qu'elle est dedans. En tout cas, le top 10, c'est sûr qu'elle est dedans. Ça se joue à pas grand-chose. Pour votre information, une Ferrari Testarossa, ça doit faire un tour de Fiorano entre 1.35 et 1.40. Hein. C'est vous dire l'évolution en à peu près 40 ans des performances sur ce même tracé de Fiorano. On est assez bien calé à l'intérieur, notamment avec la version de série, hein, avec ses suspensions pilotées. Alors, bien sûr, ceux qui préféreront la piste, ils opteront pour le pack Assetto Fiorano, avec, entre autres, non seulement une suspension différente que la suspension pilotée, mais surtout un harnais 4 points qui vous permettra d'être beaucoup mieux maintenu dans le véhicule. On a sur la droite un écran pour le passager. Cet écran, il est tactile, il permet de suivre, entre autres, la navigation, le régime moteur, la vitesse. Vous avez aussi accès à l'audio et accès au réglage du véhicule. De l'Alcantara, du cuir, de la fibre de carbone sur la console centrale. Il y a très peu de rangement, mais en même temps, on n'achète pas ce genre de voiture pour ça. Et puis, en son centre, on a tout qui est rassemblé sur le volant. On a l'instrumentation qui est 100% numérique, qui laisse le choix entre plusieurs modes de conduite. Et bien sûr, le fameux Magnetino, qui permet de sélectionner rapidement les 5 modes de conduite différents, des 4 lois d'hybridation. Et vous avez tout directement dans l'écran d'instrumentation. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a les palettes qui ne bougent pas lorsqu'on tourne le volant. Ça, c'est quand même, pour moi, indispensable sur une voiture de sport. Et ces palettes sont aussi en fibre de carbone, tout comme d'ailleurs la partie haute et basse du volant avec l'indicateur du régime moteur sur la partie haute du volant. On se sent dans une voiture de course. Et surtout, ce qui m'a étonné après plusieurs centaines de kilomètres à son volant, c'est le confort des sièges. La visibilité est bonne. On n'a pas du tout un ressenti négatif après un long trajet, qu'on soit en position de conducteur ou de passager. C'est une voiture avec laquelle on prendra plaisir à faire beaucoup de kilomètres. J'insiste là-dessus parce que ce n'était pas le cas de toutes les anciennes berlinettes de chez Ferrari, avec pour certaines un confort qu'on cherche encore. Juste avant de faire l'essai sur piste avec Yann de Pégase Pilotage, je vais partager avec vous 4 technologies qui sont présentes sur cette 296 GTB et qui expliquent entre autres ses performances et son dynamisme sur piste. Et vous allez voir, ces technologies, elles ne sont pas là que pour étayer une énième fiche technique, mais bel et bien pour lui servir dans ses capacités à aller peut-être plus vite que ses concurrentes. Suspension de série avec des amortisseurs magnéto-rhéologiques, les SCM FRS. Le principe, il est simple, on a des suspensions adaptatives qui utilisent un fluide contenant des particules métalliques microscopiques
Et en présence d'un champ magnétique commandé électroniquement, ce fluide, il modifie instantanément sa viscosité et ça permet à l'amortisseur de passer très rapidement d'un réglage souple à ferme selon les conditions de conduite. Et sur la 296 GTB, ces amortisseurs réagissent en temps réel aux irrégularités de la route et au comportement dynamique du véhicule, accélération, freinage, virage, grâce à des capteurs et un calculateur embarqué qui ajuste continuellement la dureté de la suspension. Résultat, meilleure tenue de route, confort accru et réduction notable des mouvements de caisse. Ça permet d'offrir à la fois une conduite sportive très précise sur piste et un confort supérieur sur route ouverte. Deuxième technologie, l'EPS est l'estimateur d'adhérence qui est intégré à la direction assistée électrique de la Ferrari 296. C'est une innovation qui vise à améliorer la précision et la sécurité de conduite. En gros, ce système, il analyse en temps réel les données fournies par l'EPS, telles que l'angle de direction, le couple appliqué, pour évaluer le niveau d'adhérence disponible entre les pneus et la chaussée. En croisant ces infos avec celles de l'Electronic Side Slip Control, le SSC, qui estime l'angle de glissement latéral du véhicule, le système il peut ajuster de manière proactive les interventions des aides électroniques, comme le contrôle de traction et le système de freinage. Cette synergie, elle va vous permettre d'optimiser la stabilité du véhicule, d'améliorer la tenue de route et aussi, elle va vous offrir une expérience de conduite qui est encore plus engageante et sécurisante, en adaptant continuellement les performances de la voiture aux conditions réelles de la route. Troisième technologie, la technologie FDE 2.0, Ferrari Dynamic Enhancer 2.0, qui équipe la 296 pour optimiser sa dynamique en virage. Ce système, il ajuste automatiquement la pression de freinage sur chaque roue afin de contrôler l'angle de dérive et d'améliorer la stabilité du véhicule lors de manœuvres à haute vitesse. Contrairement au système de contrôle de stabilité traditionnel, ce système il est conçu pour fonctionner dans des conditions de conduite sportives, pour offrir une intervention plus subtile qui préserve les sensations de conduite tout en augmentant la sécurité. En ajustant précisément la force de freinage sur chaque roue, ce système il permet au conducteur de maintenir une trajectoire optimale en courbe. Ça améliore la précision, mais aussi la réactivité du véhicule. Quatrième technologie, le eDiff, différentiel électronique, qui est présent sur la 296. C'est un différentiel arrière actif contrôlé électroniquement. Son principe consiste à ajuster en permanence la répartition du couple entre les deux roues arrière en fonction des conditions de conduite, de la dynamique du véhicule et de l'adhérence qui est disponible. Concrètement, l'eDiff, il intervient en appliquant de manière sélective davantage de couple à la roue disposant de la meilleure adhérence. En gros, ça va améliorer l'accélération en sortie de virage et la stabilité générale de votre voiture. Ce système, il permet de réduire les phénomènes de sous-virage ou sur-virage. Ça offre une conduite plus rapide, précise et sécurisée, tout en optimisant les performances globales et surtout l'agilité de la Ferrari 296 GTB. Toujours le petit magnétino pour choisir les modes de conduite. C'est vrai que ces voitures, sur le papier, elles sont toujours un peu impressionnantes. 830 chevaux. Les chiffres sont impressionnants. On sait très bien que Ferrari met un point d'honneur à développer des châssis sur lesquels tu as une efficacité qui est quasi similaire à une voiture de course. Et celle-ci ne déroge pas à la règle, puisque là on est sur des performances, si je parle juste de chrono pour l'instant, avec un 0 à 100 km/h en 2 secondes 9, 330 km/h en vitesse de pointe, et puis le 0 à 200 km/h en à peine plus de 7 secondes. Et ils ont surtout beaucoup travaillé l'échappement, tu peux le ressentir parce qu'on est sur un V6 qui est turbo-compressé, un 2,9 litres de cylindrée, et malgré la présence d'un petit V6 qui sur les berlinettes de Ferrari n'était pas présent depuis des dizaines d'années, eh ben on a quand même un bruit qui est extrêmement valorisant pour les occupants de la voiture. Ah oui, oui, oui. Dessus. Oh là là. Oh. La violence de la voiture. Tu sens déjà qu'elle est extrêmement agile. Ouais. Scalpel. Oh là là, mais qu'est-ce que ça marche. Oh là là. Ça appelle en fait l'humilité. Oh là 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 là. Hey. Là quand même, il faut avoir un certain niveau. Hein. Faut être réveillé. Waouh, 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 waouh. Oh là là. Ça c'est surprenant. Putain, mec. Ah, elle fait flipper la voiture. Oh là 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 là. C'est incroyable. Putain. Oh putain, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais attends, ça fait flipper sa race. Oh là là. C'est terrible. Ah non, mais ça fait vraiment peur hein, quand même. C'est terrible, c'est d'une puissance. Ça fait vraiment peur comme voiture. Et d'une disponibilité moteur. Oh là 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 là. Rare. Putain, alors ça, je vais te dire, le mec qui déconnecte les aides sous la pluie, j'espère qu'il a un énorme niveau en championnat du monde des rallyes parce que tu peux avoir une sacrée surprise quand même. Oh là 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 là. Oh. Oh là. Oh putain.
Waouh, 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 waouh. Et t'as raison, le moteur, il est là et il est bien là. Ouais, bah ouais, je le sens. Ouais. En tant que passager, vraiment, bon après avec un excellent pilote, hein, elle fait flipper. Hein. C'est extrêmement brutal. Là, quand t'es passé dans le virage le long droit de l'Aurillac, Ouais. pour vous dire par rapport à une voiture, je sais pas, vous prenez une Porsche GT3 RS, ce qui est une voiture extraordinaire, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Là, ça passe encore beaucoup plus violemment. Hein. Ça va Nicolas, je te sens tendu? Franchement, ça fait vraiment peur comme voiture. Hein. Ouais. Mais je rigole tu pas. vois, Hein. quand on a accéléré... Parce que là, t'es déconnecté quand même. Hein. Ouais, quand on a accéléré, là, elle bouge la caisse. Hein. Ouais, mais surtout en fin de dérive. Oh, c'est fou. Là. Oh là 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 là. Oh là là, mais non, mais c'est flippant. La faculté qu'elle a à prendre de la vitesse. Le freinage, j'ai la peau du visage qui part en avant. Oh là là là. Oh là 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 là, mais c'est difficile à retranscrire. Oh là 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 là. C'est chaud. En fait, elle fait quand même flipper. C'est un scalpel, quoi. Tout est millimétré, exactement. C'est comme si tu faisais de la boxe thaï avec un petit Thaïlandais de 60 kilos. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible. Parce que là, même sous la pluie, elle tient le pavé. Hein. Oh là 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 là. Alors, ce qui est surprenant... Oh là 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 là. Tu vois, on a un train avant qui tend un peu à saturer. C'est marrant, je crois que c'est la première fois où vraiment, en tant que passager, j'ai de l'appréhension à côté de toi, dans une bagnole. Hein. Non mais c'est violent. Hein. On a une telle différence de taille de pneus entre l'avant et l'arrière que si ta voiture n'est pas complètement sur l'angle, eh bien finalement ton train avant finit par saturer. Là on va voir ce que ça donne dans la ligne droite. Oh là là. C'est parti. Vas-y, arrête. Voilà, c'est trop violent, Arrête. C'est trop violent. Avec Yann, on a déjà testé des voitures qui étaient peut-être plus performante en chrono, par contre pas en châssis. Et notamment la Porsche de 1300 chevaux, elle allait plus vite que celle-ci, il n'y a pas photo. Par contre en châssis, celle-ci, elle lui met une énorme dose. Ouais, regarde, tu vois. Hein. Et là, tu sens que ça part en plus. Oh là là, le freinage, la puissance du freinage. Quand tu vois V6 de litre 9, tu t'attends pas à voir tout ça. Ouais. Et en fait, c'est des bruits surtout que tu t'attends à voir sur des V8, pas sur des voitures comme ça. Violence. J'ai jamais conduit un truc si violent. Et je vais pas faire 10 tours, je te le dis. C'est brutaux ça. Ouais, bah voilà. Ouais, voilà. Donc là, pour vous dire, j'ai à peine accéléré. C'est clair. Et je vais pas faire encore un tour parce que je pense qu'on va gerber sinon. Je veux sortir. S'il vous plaît. Alors ce qui est étonnant, c'est que en gros Ferrari a réussi quand même sur cette voiture, il faut le reconnaître, à faire une voiture avec une plaque d'immatriculation et oh là là. T'as vu le débraquage, il faut vraiment pas être en retard. Ah ouais. A réussi dans une voiture qui peut rouler sur la route à mettre des performances de voiture de piste. N'ayons pas peur des mots. Hein. Moi je suis bluffé par le côté directionnel de la voiture. Bon, il y a très peu de progressivité dans sa mise en dérive. Ouais, tout déboule d'un coup. Je t'avoue, j'ai quand même fait pas mal de stages. La voiture ne met pas en confiance. Hein. Ah non. Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Voilà. Là, elle est docile. Ouais. Ça c'est top. Mais parce que les fins de dérive sur un filet sont compliquées. Là, je vais réessayer en 3 tout doucement. C'est ça qui est dur, tu vois. En fait, on va trop vite. Et ouais, exactement. En fait, si tu n'arrives pas à la choper tout de suite, tu prends tellement de vitesse derrière, ça est hyper compliqué. Exactement. Et puis alors là, le moindre braquage ou débraquage, c'est la sortie assurée. Hein. Trouver le point d'équilibre, en fait, il est très compliqué au début. Yes, 4. Voilà. Faut essayer de trouver Elle est... Le cervical. Tout va bien. J'arrive quand même à la placer à des moments, mais... Ça. Là, je me suis mis en sport, hein, parce que quand même... Flat. Là, on sent que ça pousse, là. Et plus tu montes...
et plus ça pousse. Je trouve ça assez redoutable. Je crois que de très loin, c'est la plus rapide que j'ai essayé ici. Je confirme. Je pense que je vais m'arrêter là, car la prise de confiance supérieure, elle va m'amener dans le décor. Et pourtant, c'est la première fois que je te dis ça. J'ai conduit plein de voitures très performantes, mais alors celle-ci, je vous le dis, là je transpire. Ça fait flipper à pas mettre entre toutes les mains. Très clairement. Il faut maintenant conclure l'essai de cette 296 GTB, essai que je voulais faire depuis assez longtemps. Malheureusement, j'avais pas eu l'occasion de le faire, bien que j'ai été invité par Ferrari à l'époque, mais j'avais un gros tournage prévu depuis longtemps. Et j'ai mis quelques temps avant de vous proposer cet essai, mais ça fait partie des essais passion que je me devais de vous faire, et j'aime bien le faire de manière très détaillée. Donc ça me prend du temps à chaque fois à préparer, mais au moins j'essaye parce que c'est difficile de faire un format parfait, de vous proposer une présentation et un essai le plus exhaustif qui soit. Alors parmi ces défauts, déjà le listing d'options qui est interminable, le prix de ces options. Quand je prends par exemple l'Apple CarPlay, qui de mémoire est entre 3 et 4 000 € sur cette voiture, ça commence à faire beaucoup pour un petit ajustement électronique. Et j'en passe sur beaucoup d'options qui sont à des prix stratosphériques, en phase avec le côté ultra exclusif de la marque Ferrari. Autre défaut, seulement 25 km en 100% électrique, ça c'est selon le constructeur. Dans les faits, vous faites entre 15 et 20 km, c'est assez faible quand même, mais ça lui suffit pour avoir un gain supplémentaire en termes de consommation de carburant, assez faible, et puis surtout en termes de performance. Et puis la sonorité que j'ai trouvée assez sensationnelle, mais moins noble que sur un V12 atmosphérique, vous vous en doutez. Parmi ces qualités, ceux qui détestent Ferrari, bouchez-vous vos oreilles, parce que je pense, sans exagérer, n'avoir jamais essayé une voiture de série, je précise bien une voiture de série, aussi performante, agile et surtout terrifiante que cette 296 GTB sur piste. Je l'ai trouvée technologiquement ultra aboutie, ultra efficace, sécurisante, elle met en confiance, elle peut être très confortable en conduite cool. Elle semble en fait rassembler un panel d'utilisation que j'ai rarement vu sur une voiture de série. En plus, esthétiquement, aussi bien sur l'extérieur que dans l'habitacle, on est sur une voiture qui est splendide, magnifique. Il n'y a rien à jeter sur ce véhicule. Elle reste en plus confortable au niveau de ses sièges, et même les grands gabarits un petit peu corpulents comme moi pourront confortablement s'asseoir dans cette voiture et puis faire de longues distances. On est quand même allé à l'Oéac avec, on a fait un peu plus de 800 km de Paris. Et je vous avoue que même plusieurs heures après avoir commencé le trajet, on se sent bien dans cette voiture. Ça aussi, il faut y penser pour ceux qui veulent profiter de leur voiture de temps en temps et faire beaucoup de kilomètres. Sachez qu'avec celle-ci, ce sera possible sans aucun souci. Et puis, dernier point, même si je trouve que l'échappement est moins noble qu'un V12, il reste super spectaculaire pour un simple V6. Et je trouve que Ferrari a réussi à s'adapter à l'ère moderne tout en conservant ses gènes en termes de performance, de sensation. Et c'est après tout ce qu'on cherche quand on achète et quand on conduit une Ferrari aussi exclusive. Est-ce qu'elle est encore pertinente en 2025, près de 4 ans après son lancement, en 2021, face à des concurrentes qui viennent juste d'arriver? Je parle bien sûr de la McLaren 750 et aussi de la Lamborghini Temerario. Alors sur la McLaren 750S, elle est clairement hyper légère, plus légère que la 296. Il y a une pureté de conduite incomparable. Le V8 qui est très expressif, on reste sur un V8. En revanche, sur ses points faibles, l'habitacle il est un petit peu daté et il y a moins de technologie embarquée que sur cette 296. Sur la Temerario de Lamborghini, on a un design qui est ultra bestial, un V8 hybride rechargeable, une transmission intégrale. Par contre, elle est moins agile, puisqu'elle est beaucoup plus lourde, près de 1,7 tonne. C'est 1690 kg sur la balance, et on a un châssis qui est quand même un petit peu moins subtil et efficace, et surtout agile que cette 296 GTB. Mais on a tout de même 920 chevaux sous le capot, ça fait quand même grandement la différence, avec des performances en accélération qui sont similaires. Alors c'est vrai qu'au moment de choisir, entre ces trois supercars, le choix va être extrêmement compliqué. Moi qui suis depuis ma plus tendre enfance, et je vous en avais parlé dans l'essai de la Ferrari Testarossa, qui est la voiture qui a lancé ma passion, qui suis un fan absolu de la marque Ferrari, forcément j'ai un penchant assez naturellement vers cette 296 GTB, et même si je prends un petit peu de recul et j'essaye d'analyser quelle serait celle qui serait selon moi la plus pertinente pour un fan
de voitures de sport. La McLaren me fait de l'œil, c'est vrai, mais le prestige, l'histoire de Ferrari, les sensations qu'elle procure, je dirais que la 296, c'est clairement celle que je choisirais. Et oui, hein. Et pourtant, j'adore Lamborghini également, mais la Lamborghini Temerario, je ne l'ai pas encore essayé. Malheureusement, avec son poids qui est plus élevé de 300 kg, elle doit nécessairement être moins à l'aise sur piste, moins agile que celle-ci. Elle n'en est pas moins belle, mais si on parle de voiture de sport, on parle forcément de chrono, on parle de performance, d'agilité, d'efficacité dans les courbes. Et à mon avis, à ces petits jeux-là, la Ferrari, c'est encore celle qui est devant. J'espère que cet essai vous a plu les amis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Surtout, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile sur Instagram et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. J'espère que cet essai vous a beaucoup plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.